Ravie de faire ce deuxième épisode avec toi, Alexandre, et de t'accueillir sur notre format Made in BeApp Faut pas décoder. On va parler de comment booster les téléchargements de votre application et du coup, je pense que tu es la bonne personne pour nous parler de ça. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu te présentes et que tu te présentes pour les personnes qui sont ici, que tu nous expliques ton parcours et puis aussi un peu tes sujets de prédilection, même si tu en as beaucoup. Super. Et enchanté aussi d'être avec vous tous et merci pour cette opportunité de pouvoir discuter avec tout le monde. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions sur le chat si jamais vous en avez. De mon côté, j'ai une formation école de commerce et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans le marketing digital. J'ai vraiment switché du marketing digital au gros marketing dans les années 2016-2018, dès que le gros marketing est devenu plus enclin en France. J'ai démarré ma carrière au PMU sur un poste de chef de produit digital. Ensuite, je suis parti à Londres pendant 4 ans manager des équipes sur une marque de betting à l'international sur lequel on opérait au UK, en Roumanie, en Italie, en Allemagne et en France. Je suis ensuite rentré en France pour rejoindre Webedia, le groupe Webedia, et travailler aussi sur des problématiques de growth avant de partir un petit peu aux États-Unis pendant 2 ans à peu près pour une boîte qui s'appelle Mattel, qui fait des jeux mobiles, et pour en l'occurrence l'application Uno qui était basée à Los Angeles, sur de l'acquisition client à gros scale évidemment, puisqu'on est sur un jeu, une IP très connue et disponible worldwide. Et je suis maintenant à la Française des Jeux. J'étais chez Betclic en revenant des États-Unis pendant un peu plus de 3 ans. J'ai managé les équipes grosse marketing là-bas. Ce que j'appelle grosse marketing, c'est l'acquisition, la rétention, le SEO, la SO. Une équipe d'environ 20 personnes à peu près sous moi. Et évidemment, que ce soit chez Betclic ou chez Uno, des budgets relativement élevés pour faire de l'acquisition sur des problématiques mobiles, mobile first, avec de la rentabilité. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce parcours hyper complet. Je pense que l'idée, c'est qu'on découpe un petit peu sur des questions assez pragmatiques et assez prospectives, un peu par rapport à ton expérience et ta vision aussi de comment on fait grandir ces communautés et comment finalement on booste les téléchargements. Et pas que, aussi la rétention, comme tu l'as dit, puisque du coup, c'est aussi tout un levier global. C'est quoi, pour commencer, un peu tes bonnes pratiques, ou comment, en tout cas, toi, tu t'es débrouillé dans toutes tes expériences pour faire grossir ta base utilisateur et la garder active sur tes produits? Alors, pour grossir la base utilisateur, évidemment, il y a 2 leviers, l'organique et l'acquisition payante. L'organique est composé évidemment du trafic direct, donc les gens qui viennent directement chez vous sans avoir fait la moindre démarche, mais qui viennent en direct. Il y a la partie SEO aussi, des gens qui viennent chez vous gratuitement après une recherche sur Google, donc un bon référencement SEO est très important. Il y a aussi les techniques comme le parrainage qui peut être assimilé à de l'organique, puisque ça n'est pas équivaut à faire du paid. Et ensuite, tous les leviers paid qui sont composés évidemment des plus gros classiques, le social, Meta, Snapchat, TikTok, le search, le display, l'affiliation, éventuellement des partenariats aussi, et l'influence. Je dirais que c'est très important d'avoir aussi un ASO qui est clair et qui est maîtrisé. C'est vraiment la vitrine de votre produit, c'est le point d'entrée. Donc, il faut le travailler. Il y a des best practices avec Apple et avec Android pour pouvoir bien montrer votre produit et augmenter ce taux de conversion qu'il y a entre les gens qui vont cliquer sur l'ADS qu'ils verront et les gens qui vont installer votre application. Et enfin, je dirais que c'est très important d'avoir un bon outil, un bon stack d'outils tech pour pouvoir, mesurer l'impact des campagnes, 2, pouvoir décider en fonction de la data et surtout se projeter aussi, puisqu'on est de plus en plus dans un secteur où on pilote à 50%, puisque iOS reste relativement blind en termes de mesures. Alors, quand tu nous as cité l'overview là de tout ce qu'il faut faire, j'imagine que quand tu démarres, en fait, en fonction de tes différentes expériences, tu n'as pas tous les leviers encore de mis en place. Voilà, c'est quoi pour toi les meilleurs leviers à utiliser en fonction du cycle, on va dire, de vie d'une application? J'imagine son lancement, après, du coup, comment tu la développes. J'imagine que tu ne mets pas tous les leviers d'un coup. Et puis aussi, il y a une question qui est, mais toi, forcément, dans ton métier, tu vas dire que c'est indispensable, mais est-ce que du coup, aujourd'hui, l'acquisition pour toi, sur tout ce qui est payant, c'est indispensable pour développer un business, tu vois, sur une app? Voilà, si tu peux nous dire un peu comment tu prends les outils par rapport à ton cycle de vie et un peu est-ce que tu as une dépendance vis-à-vis de cette acquisition et de ces modèles payants pour toi, pour faire grandir en tout cas les communautés sur les apps? Ouais, bien sûr. Alors, je dirais que le paid est là vraiment pour confirmer qu'un modèle économique est viable. Le paid à travers le coût d'acquisition, donc le CAC,
se doit d'être rentable pour pouvoir avoir une équation qui soit positive. Le paid permet aussi de vérifier ses taux de conversion hors organique, puisque les gens qui vous téléchargent organiquement sont volontairement des clients, puisque c'est eux qui sont venus tout seuls, donc forcément des conversions sont meilleures. Et l'idée du paid, c'est vraiment de scaler le business en plus de l'organique. C'est très complémentaire, le paid est complémentaire avec l'organique, puisque plus vous allez faire de l'achat de téléchargement, plus vous allez monter dans les rankings et dans les stores, et plus l'organique aussi va augmenter. Donc, il y a cette notion de complémentarité entre les deux qui est très importante. Il y a aussi des notions de cannibalisation. Il ne faut pas faire trop de paid pour ne pas cannibaliser l'organique et donc payer un téléchargement qui serait gratuit et qui serait venu gratuitement. C'est toute une équation en fait entre le premier panier moyen, la rétention, le churn, le repeat d'achat et le CAC. Donc, comment réussir à être rentable dans cet écosystème avec des notions de break-even point qu'on doit avoir relativement rapidement en fonction des applications. Certaines applications sont break-even au bout d'un mois, d'autres au bout d'un an. Ça dépend énormément du business model, que ce soit de la subscription, que ce soit de l'in-app purchase pour la partie gaming. Dans mon secteur, dans le betting, on parle de dépôt et de premier dépôt, deuxième dépôt, troisième dépôt. Donc, tout dépend du secteur, mais je dirais que les deux sont très importants. Ok, et du coup, tu commences enfin, c'est quoi tes recommandations par rapport au cycle de vie entre lancement et justement quand tu dis que tu arrives à ton point un petit peu de bascule, donc 1 mois à 1 an en fonction du stade de développement? Alors, au moment du lancement de l'application, le paid est là aussi pour vous confronter face à vos taux de conversion à l'intérieur de l'app. Vous en allez avoir plusieurs touchpoints qui sont importants. Le premier, c'est évidemment l'arrivée sur le store et la conversion vers l'install. Ensuite, la conversion vers l'inscription, éventuellement la subscription ou l'achat. Et donc, le paid va vous permettre de vérifier qu'à travers d'une audience à laquelle vous allez définir, qui est normalement votre core audience, les taux de conversion sont relativement bons. Ça vous permet de faire des allers-retours aussi avec les équipes produits pour pouvoir améliorer soit l'expérience client, soit changer les CTA, soit changer le wording, soit changer d'offre. Mais c'est vraiment là aussi pour vous aider à lancer une application et du coup rendre le business économique viable dans son entièreté. Et donc, toi, tu recommandes de commencer par du paid pour bien, on va dire, mettre tous les métriques au carré. Exactement. Et après, derrière, tu mets tous les leviers, tu développes tous les leviers, quoi. Exactement. Donc, du paid à petite échelle, puisqu'on est là pour tester. Donc, on peut faire du paid. Il y a différentes typologies de paid qu'on peut faire. Le premier, c'est de l'install, de la pure install pour vérifier que nos serveurs sont OK et que l'app ne va pas cracher lorsqu'il y a un pic de connexion de 100, 1000 ou 10 000 personnes selon la taille du business. Il y a un deuxième métrique important qui est la partie économique, donc monétisation. Est-ce que les gens vont acheter à l'intérieur de l'application? Et la troisième, c'est est-ce qu'ils vont revenir? Donc, en fait, ça permet de répondre à ces questions au fur et à mesure. On pourrait le faire avec l'organique. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de volume qui permet de dire scientifiquement que l'application est viable. Et l'organique, encore une fois, est un trafic qui vient directement chez vous et qui donc forcément a des taux de conversion, des taux de monétisation qui sont plus élevés que le paid. Et on parle d'un paid réussi ou d'un successful paid lorsqu'on arrive quasiment au niveau des KPIs de l'organique. Et sur ces cycles, alors j'imagine que toi, forcément, les budgets sont très gros, mais dans les expériences que tu as eues sur les cycles de lancement, c'est quoi les budgets moyens que tu mets pour arriver à cleaner toutes ces métriques? Alors, ça dépend beaucoup effectivement de la taille de l'application, de la taille de la société en fonction des budgets. Ce qui est très important à avoir en tête, c'est la notion de est-ce que le jeu ou l'application doit être lancé worldwide? Est-ce qu'elle doit être seulement en France? Donc, le budget peut varier de 15-20 000 euros pour un lancement et une confirmation de métriques à plusieurs centaines de milliers d'euros lorsqu'on veut faire le test sur plusieurs pays. Ce qui est le cas surtout dans l'univers du gaming, lorsqu'ils veulent lancer un jeu qui est très connu, par exemple Uno ou n'importe quel autre jeu, ils veulent tester sur plusieurs pays que le jeu est viable. D'accord. Ok, et du coup, forcément, après, quand on parle budget, il y a aussi beaucoup de canaux d'acquisition. On a parlé de Meta, mais tu as aussi Snap, tu as TikTok, tu as plein de canaux d'acquisition. Aujourd'hui, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Est-ce que toi, tu fais un panache de tous ces canaux? Est-ce que tu favorises plutôt certains canaux plutôt que d'autres pour débuter, ou pareil en fonction du cycle de vie? C'est quoi ton retour d'expérience sur le dispatch de tous ces médias? Alors, il y a des canaux qui sont complémentaires, mais il y en a d'autres qui se cannibalisent. Je vais prendre un exemple concret. Dans la partie sociale, entre Snapchat et Facebook, on va avoir une part de cannibalisation. Ce que j'appelle part de cannibalisation, c'est des utilisateurs qui seront sur les deux applications,
et que du coup, vous allez toucher dans des campagnes Meta et dans des campagnes Snapchat. Après ça, il y a l'audience qui est importante. On sait que Snapchat est plutôt 18-35, que Meta est plutôt 35+, quand TikTok est plutôt 14-25. Donc, en fonction de votre audience, vous allez choisir le canal d'achat. Sur la partie sociale, il y en a globalement 3 très gros, ceux que je viens de citer, TikTok, Snapchat et Facebook, avec des audiences relativement différentes, mais des possibilités de targeter très fin, que ce soit l'âge, l'intérêt, du lookalike, etc. Ensuite, il y a la partie search qui est très important. Donc, la partie search peut se faire sur de la protection de marque, donc acheter son nom de marque, acheter des keywords qui soient reliés à la marque avec des misspellings, c'est-à-dire typiquement BetClick, peut-être BetClick avec CK à la fin ou un C. Tu achètes tout ce qu'il y a dans l'environnement de ta marque pour être sûr que les personnes tombent sur ta marque lorsqu'ils vont taper le nom. Et il y a le search générique. Typiquement, dans l'univers du betting, aujourd'hui, on fait du search sur paris sportif, paris football, parier, cote PSG Marseille, etc. Tout ça pour ramener du trafic. Ensuite, il y a la partie affiliation qui est relativement fort sur le secteur de l'entertainment, mais travailler avec d'autres sites ou d'autres applications moyennant un revenu share et ou un revenu au CPA. Donc, à chaque fois qu'un client va rentrer, vous allez rémunérer l'affilié. Et ensuite, il y a éventuellement la partie partenariat et ou influence qui se développe évidemment de plus en plus. Okay. Je dirais que l'influence et le partenariat est un modèle moins à la perf, plus avec du fixe fee que la perf, lorsque le social ou le search est vraiment du pur perf, puisqu'on paye sur du CPM et du CPC dans des logiques d'optimisation de CPA. Ok. Et donc, du coup, toi, par exemple, dans les équipes que tu as pilotées, du coup, c'est la même personne qui s'occupe de tout ça, ou du coup, tu définis… Alors, chaque personne, non, effectivement, si je prends le cas chez BetClick, j'avais donc une vingtaine de personnes. Il y avait des personnes qui s'occupaient de la SO, des personnes qui s'occupaient du social, des personnes qui s'occupaient du search. Dans le search, il y avait des gens qui n'étaient dédiés que au générique, d'autres que à la marque. Donc, on a des experts par plateforme. Faire de l'acquisition aujourd'hui sur Meta, c'est pas du tout la même chose que d'en faire sur Snapchat ou sur TikTok. Et c'est encore plus différent lorsqu'on change de typologie de canal, comme le search, qui est évidemment avec Google, pour la partie YouTube, etc., à travers une typologie de campagne qui s'appelle les Universal Ad Campaign, Google UAC, qui mélange à la fois du YouTube, du keyword et du Google Search. Ok. Oui, alors du coup, on a parlé un petit peu des indicateurs à suivre dans ta stratégie d'acquisition. J'imagine que forcément, ça dépend de ton funnel, hein, c'est ce qu'on sait, et ça dépend aussi de tes leviers. Comment tu les pilotes? Quels outils, toi, tu recommandes d'utiliser pour ça? Ouais, alors pour les KPIs que je pilote, évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce que j'ai fait en tout cas dans le passé, que ce soit chez Mattel, chez BetClick ou à la FDJ, sont à des logiques de CPA. Donc avant de passer au CPA, évidemment, on va avoir un CTR, donc un clic sur l'advertising, l'ADS qu'on va promouvoir sur Snapchat. On a un KPI aussi qui s'appelle l'IPM, qui est le nombre d'impressions, le nombre d'installs sur 1000 impressions, qui permet de visualiser la qualité d'une créa. On a évidemment les CTR, donc le clic. On a le CVR, qui est la conversion entre le clic et l'install et l'enregistrement ou la subscription, et ensuite entre la subscription et la première action de paiement. Et ensuite, on a des métriques qui sont plus monétaires, comme la LTV, donc la lifetime value qu'on suit. L'ARPU, c'est l'average revenu per unique player ou per unique user, qui peut se mesurer aussi par période. Donc, énormément de KPIs d'acquisition, qui sont des CPI et des CPA, et des KPIs de rentabilité, comme la LTV ou l'ARPU. Il faut que le mix de tout arrive à faire une équation rentable et que donc ce que vous rapporte un utilisateur soit supérieur à ce que vous coûte un utilisateur. Oui, forcément. Et même si j'imagine que aussi forcément, on le sait tous, au stade de lancement, tes utilisateurs peuvent plus te coûter au démarrage qu'après. Enfin voilà, tu as forcément un cycle, un temps sur lequel tu atteins une certaine rentabilité, quoi. Exactement. Et pour passer dans toutes ces phases par rapport à ta question, Anaïs, sur le lancement d'une application, on a 3 typologies de campagnes sur la partie sociale, chez Snapchat, chez Meta et chez TikTok, qui sont des campagnes à l'install, des campagnes MAI, qui doivent générer un maximum d'installs pour que l'algorithme se nourrit en data. Et ensuite, il va comprendre lesquels font le plus de conversions. On va pouvoir ensuite faire du lookalike, donc passer à la version d'après qui permet d'aller chercher des utilisateurs qui ont certes téléchargé, mais qui ont converti à l'intérieur de l'application. Et ensuite, on peut passer à d'autres types de campagnes qui sont plutôt à la rentabilité, qui sont des campagnes AEO, donc App Event Optimization. Donc, on va vouloir optimiser à la subscription ou à l'achat.
et des campagnes de value qui s'appellent les VO, Value Optimization, qui permettent d'aller chercher les utilisateurs les plus rentables. Le problème étant que plus on va loin dans le funnel, plus le CPI est élevé, forcément, mais plus la rentabilité du user est bon. Donc, c'est un mix de tout ça qui permet à la fois de générer des installs rentables et des installs très rentables dans une logique de volume pour être toujours en haut des stores aussi, pour que l'organique aussi soit nourri en install. Et de toute façon, ces étapes-là, tu peux pas les faire tu les mets bout à bout, quoi. Exactement. On peut pas passer à l'étape 2 sans avoir fait l'étape 1. Du coup, un des mots d'ordre aussi, c'est d'être un petit peu patient lorsqu'on fait de l'acquisition payante. Ça peut pas marcher du jour au lendemain. Toutes ces technos, Snap, Meta ou TikTok ont des algorithmes qui prennent du temps, je dirais entre 3 et 5 jours pour le social, quand c'est plutôt 2 semaines pour la partie Google. Donc, il faut relativement être patient, ne pas appuyer sur on-off à chaque fois qu'on voit qu'une performance est mauvaise, puisque l'algo a ce qu'on appelle une learning phase, c'est-à-dire une phase d'apprentissage dans laquelle il agrège toute la data pour comprendre quels sont vos utilisateurs et lesquels se rentabilisent le plus. Donc, être patient. On sait qu'on dépense de l'argent et parfois pour des startups early stage, on est vraiment à l'euro près. Donc, c'est important aussi de bien maîtriser les chiffres, mais ne soyons pas trop gourmands au lancement. On a vraiment des learnings à partir de 10 à 15 jours sur ces typologies de plateformes. Ok, donc 10 à 15 jours. Et est-ce que du coup, tu dois avoir un budget minimum par plateforme pour que du coup, ça marche bien? Oui, chaque plateforme a ses budgets minimum. Je dirais que la partie sociale, on peut rien faire à moins de 5-10 000 euros par mois. Lorsque sur Google, on parle plutôt de 20 à 25 000 euros par mois. L'algorithme Google est un peu plus long en termes d'apprentissage que les algorithmes réseaux sociaux. L'algorithme Google ne permet pas aussi de targeter très finement. Aujourd'hui, c'est plus ou moins une automatisation et un agrégat d'inventaire que Google met à disposition. Et ensuite, c'est eux qui dispatchent. Alors que dans le social, on va pouvoir directement targeter une audience principale et ensuite générer du lookalike une fois qu'on a assez de data. Okay. Et donc, quand tu donnes des budgets comme ça, justement pour des startups qui démarrent, ça veut dire que quand elles passent en dessous ces budgets-là, ça peut pas être performant? Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut juste tester un taux de conversion, tout dépend du but de la campagne d'acquisition. Si c'est faire de l'acquisition at scale dans le but d'être rentable, on va être dans l'obligation de pouvoir avoir un minimum de volume pour se dire on peut le dupliquer à des volumes supérieurs. Si c'est juste pour confirmer un taux de conversion, on peut commencer à avoir des conclusions entre 500 et 1000 conversions. C'est en tout cas le conseil que je donne. Moins de 500 conversions, on laisse trop la chance au hasard. L'indice de confiance selon Google et selon Social est à 90% dès qu'on atteint 500 installs ou 500 conversions. Okay. Donc, en fonction du business, le prix de l'install peut aller de 10 centimes pour les jeux les plus connus, comme j'ai travaillé chez Uno, à plus 10 euros ou 15 euros, comme on a aujourd'hui dans le milieu du gambling. Et tu dois voir des boîtes qui forcément qui se lancent et qui du coup vont pas jusqu'au bout de ces budgets ou de ces temps et qui tirent des mauvaises conclusions pour toi? Oui, selon deux choses. La première, c'est si les métriques sont catastrophiques, à ce moment-là, ça vaut le coup d'appuyer sur off et de voir ce qui se passe. Lorsqu'on a des doutes, il faut laisser un petit peu le temps, analyser vraiment les métriques à l'intérieur du funnel. Tu m'as posé une question sur quels sont les outils pour piloter l'acquisition. Sur la partie mesure, AppsFlyer et Adjust sont vraiment des outils indispensables pour faire de l'acquisition. Donc, l'un ou l'autre, ils sont concurrents. Et ensuite, à l'intérieur du funnel, si on veut tester de la conversion, on a des outils comme Amplitude, Singular, qui permettent justement de comprendre à quel moment est-ce que le point de friction pour l'utilisateur, c'est-à-dire à quel moment il est parti ou à quel moment il a décidé de ne plus convertir. Et ensuite, on a des outils qui sont plutôt d'automatisation, comme Smartly ou CampN, qui automatisent vos campagnes selon des règles que vous donnez. Et enfin, des outils d'agrégat de data et de visualisation de data pour pouvoir se décider et se projeter, comme Tableau ou Power BI. Ok, donc toi, tu utilises tous ces outils en permanence avec tes équipes, quoi. Exactement, toute la journée. Ok. Et alors, ça, c'est quoi? On a parlé un petit peu en préparant cet épisode, on a parlé un petit peu de l'IA, de l'avenir un petit peu du métier de growth et d'acquisition. C'est quoi un petit peu pour toi l'évolution des tendances? Tu m'as pas mal dit que c'était plutôt dans l'automatisation que ça allait se jouer. Ouais. Parce que finalement, quand on t'écoute, il faut quand même beaucoup de métiers pour faire performer cette partie-là. Les équipes que tu pilotes sont quand même des belles tailles d'équipes.
Et donc, pour toi, demain, ça veut dire on pourra avoir des plus petites équipes pour autant de performance, ou ça veut dire que les tâches seront différentes? Alors, je dirais que les mots d'ordre pour le futur, le premier, c'est piloter sans avoir 100% de la data. Donc, iOS a passé depuis iOS 14.5, c'est avril 2021, ce qu'on appelle la protection de la data avec toutes les règles RGPD, etc. Et du coup, on ne peut plus mesurer toutes les installs qui viennent d'iOS à partir ce qu'on appelle d'un threshold, c'est-à-dire un minimum d'installs. Le but étant de ne plus faire du profilage. Android va tendre aussi à faire ça. Donc, les outils et le stack technique pour mesurer a déjà beaucoup changé, que ce soit Adjust ou AppsFlyer. On a Apple qui a sorti son propre MMP, donc son propre Mobile Measurement Partner, qui s'appelle SCAD, et qui, du coup, nous aide à piloter. Android va faire pareil, certainement l'année prochaine. Tous les mois, on dit que ça va être le mois d'après, mais en tout cas, là, les dates annoncées sont plutôt à partir de 2025. Donc, on sera vraiment dans un pilotage dans laquelle la projection sera importante et la modélisation sera importante. Il faudra utiliser de la data de l'organique et de la data historique pour pouvoir modéliser et faire ce qu'on appelle du fingerprinting, la suite de tes conversions, puisque l'attribution ne se fera plus sur les MMP. Donc, il y a un côté quand même très protéger les users. La mesure va être de plus en plus complexe. Et comme elle est de plus en plus complexe, aujourd'hui, on est vraiment sur des logiques d'attribution et d'automatisation. C'est-à-dire que les marques comme Snapchat, Meta ou Google, aujourd'hui, préfèrent avoir une campagne et que ce soit l'algorithme qui automatise la recherche d'utilisateurs plutôt qu'on fasse différentes campagnes. Donc, on est vraiment effectivement dans cette logique d'automation. Et d'ailleurs, les partenaires que j'ai pu vous citer comme Smartly ou CampN sont des outils d'automatisation de campagne. Vous leur donnez des règles. Dès que l'install va inférieur entre 2 euros et 3 euros, dépenser 150 euros par jour. Dès qu'elle est entre 3 et 4 euros, dépenser 100 euros par jour, etc. Donc, ça permet de donner des règles et de scaler automatiquement sans faire du micromanagement. Et donc, ça veut dire concrètement que tu te concentreras principalement sur tes cibles, tes métriques et tes créas. Et visuels, ouais, surtout les créas, qui est le point clé, je dirais, de l'acquisition. Il faut tester tous les formats aujourd'hui possibles, évidemment du statique, de la vidéo, un nouveau format qui explose depuis plus d'un an qui s'appelle les UGC, donc les User Generated Content, c'est-à-dire que c'est un de vos utilisateurs qui va directement parler de l'application sans que vous lui donniez un brief, à la différence d'un influenceur sur lequel vous allez lui donner un brief clair en disant « je veux que tu dises ça de l'application ». Un utilisateur aujourd'hui qui parle spontanément et qui met en avant votre application, vous allez pouvoir réutiliser son contenu. Donc, la créa est vraiment clé, effectivement. C'est aussi le point d'entrée. Une personne n'a rien demandé lorsqu'elle est sur Snapchat pour pouvoir être targetée et c'est vous qui allez lui pousser directement votre produit. Donc, la créa est très, très clé aujourd'hui et je dirais que c'est quasiment 50% du taf de l'acquisition. Ok, comment tu fais avec tes équipes, toi, pour arriver à trouver les bonnes créas, les renouveler? Est-ce que du coup, les créas ne soient pas… on teste constamment. Alors à la FDJ un petit peu moins, mais par exemple sur Uno ou chez Betclic, on faisait une centaine de créas par mois à peu près, sur tous les formats possibles, donc du statique, de la vidéo, de l'UGC, ce qu'on appelle aussi du real gaming, c'est-à-dire pouvoir placer un pari et ça s'arrête au moment où vous allez confirmer en vous redirigeant sur une landing page en disant maintenant il faut s'inscrire pour confirmer le panier. Donc il y a plein de typologies de créas à faire, mais il faut les refresh de façon assez fréquente. 2, toujours vérifier qu'on a ce qu'on appelle un winner, c'est-à-dire une créa qui absorbe la majorité du volume, puisqu'aujourd'hui, tous les algos, que ce soit chez Google, chez Meta ou chez Snapchat, ont pour objectif d'aller scaler la créa qui convertit le plus. Okay. Donc ça fait partie des boutons de paramétrage que vous mettez lorsque vous lancez une campagne. Vous allez mettre 10 créas dedans. Celles qui ne vont pas fonctionner ne vont pas dépenser. Celle qui va fonctionner va dépenser. Et du coup, tes équipes, ça bouge beaucoup les règles de tous ces médias, de tous ces canaux, parce que les algos bougent pas mal aussi. Est-ce que ça change régulièrement ou est-ce que du coup quand même Alors il y a des nouvelles features de plus en plus. Ouais, il y a évidemment de nouvelles features chez Snapchat, chez Meta ou chez TikTok qui permettent de faire du lookalike plus serré, plus large, qui permettent aussi de changer l'attribution. On a 2 typologies d'attribution aujourd'hui dans le mobile lorsqu'on mesure une install. C'est soit le post-click, soit le post-view. Donc, c'est toutes les personnes qui ont cliqué sur votre ads seront attribuées après un clic, ou alors du post-view, toutes les personnes qui ont vu votre ads seront attribuées. Je prends un exemple. Tu es sur Meta aujourd'hui. Tu as vu une pub pour Le Bon Coin. Tu as téléchargé Le Bon Coin. Comme tu as vu la pub, tu vas être attribué directement à Meta. Okay. Par contre, si tu n'as pas mis de post-view, mais tu as mis un post-click et que tu as seulement vu la pub,
et que tu ne l'as pas téléchargée en cliquant dessus, donc tu es parti la chercher soit via du SEO, soit via de l'organique, soit via le store, à ce moment-là, tu seras attribué à l'organique. Donc, il y a aussi ces logiques d'attribution qui sont très importantes. Et on a un gros modèle qui se développe en ce moment qui s'appelle le MMM, qui s'appelle le Media Mix Modeling, qui permet de comprendre l'impact de toutes ces actions, que ce soit ces actions sur le social, sur le search, mais aussi en dehors du paid performance, à travers la télé, l'affichage, et donc de comprendre cet utilisateur est venu dans mon application parce qu'il a vu 2 pubs sur Snapchat, une fois du print que j'ai fait à tel endroit dans la ville, et a vu ma pub télé. Du coup, avec une pondération, on permet d'avoir un poids par typologie de canal d'acquisition. Ok, hyper intéressant. Et du coup, comme l'heure tourne et qu'on pourrait en parler pendant des heures, ma dernière question avant de passer peut-être aux questions des participants, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des entreprises qui se lancent sur les plateformes web et mobiles, alors, ou des entreprises qui se lancent sur ces logiques, on va dire, tu vois, peut-être même celles qui ont une app qu'elles veulent lancer pour démarrer, mais aussi peut-être des entreprises plus matures qui veulent du coup essayer de recréer de l'engagement davantage sur leurs applis, même si elles sont existantes depuis longtemps et qu'elles ont une bonne base d'utilisateurs, quoi. Ouais. Alors, bien comprendre évidemment l'écosystème avant de se lancer. Ce que j'appelle bien comprendre l'écosystème, c'est bien mesurer, s'équiper des bons outils. Hors de question aujourd'hui de lancer des campagnes d'acquisition sans MMPage, donc sans Adjust ou AppsFlyer. On n'aura pas de data pour mesurer l'efficacité. Donc, être bien équipé avec les bons outils, bien définir aussi la tactique d'acquisition. Donc, sur quel levier est-ce que je dois faire l'acquisition, sur quelle métrique est-ce que je vais juger que l'acquisition est bonne, et surtout à partir de quelle métrique est-ce que je suis rentable, et pendant combien de temps est-ce que je me donne une phase de test. Donc c'est important de définir une phase de test, un budget et de s'y respecter. Il faut aussi prendre en compte la saisonnalité qui est très importante pour se donner un maximum de chance en fonction qu'on est dans le voyage, dans le sport, en fonction de la saisonnalité, toujours essayer de lancer des campagnes d'acquisition lorsque la période est très forte. Typiquement le voyage, lancer des campagnes d'acquisition avant les vacances, ça fonctionne toujours mieux. On sait que c'est notre pic et que si on n'y arrive pas à ce moment-là, on n'y arrivera pas dans ces cas-là sur d'autres périodes. Moi, dans mon secteur, dans le sport et dans le betting, on a forcément des pics les week-ends de PSG Marseille ou les week-ends de Ligue des Champions. Donc, suivre sa saisonnalité et ne pas être trop gourmand au début dans ses attentes. Ok, donc pour toi, il y a quand même une grosse phase d'apprentissage et de connaissance. Et de cadrage. Je dirais de cadrage avant de lancer des campagnes d'acquisition. Qu'est-ce qu'on veut tester, en combien de temps on veut la réponse, avec quel budget, et ensuite on définit et le levier d'acquisition et des temps de passage qui permettent d'augmenter les budgets ou de baisser les budgets en fonction des performances. Ok, hyper intéressant. Alexandre, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on pose, on demande s'il y a des questions pour compléter un peu nos échanges? Non, plutôt preneur de questions s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandre? Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et si Alexandre, les personnes ont des questions un peu plus privées, où est-ce qu'elle Alors sur LinkedIn, aucun problème pour me rajouter et puis me poser des questions où je tâcherai évidemment d'y répondre et d'essayer d'apporter des conseils par rapport à mon expérience. Donc sur LinkedIn, aucun problème. Ok. Je vois pas de questions apparaître. Ça veut peut-être dire que du coup, soit les personnes ont des questions plutôt privées, ou soit du coup, tout était clair. Donc sur LinkedIn, on remettra ton lien LinkedIn. Et donc, comme je vois pas de questions, je pense qu'on va peut-être clôturer la session et remettre l'intégralité des éléments. Je te remercie beaucoup, Alexandre, en tout cas pour tous ces éclairages. On voit en tout cas en t'écoutant que c'est un métier quand même qui nécessite quand même pas mal d'expertise. Donc du coup, c'est hyper intéressant aussi pour les entreprises de bien le comprendre, même si du coup, il y en a aussi certains qui le sous-traitent. Donc, on remettra toutes tes coordonnées. Puis, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et avec plaisir. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir à tous.